Bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier des forces fraîches sur l'entrepreneuriat et les Premières Nations. Je remercie à tous de se joindre à nous pour cette belle discussion. C'est une discussion qui a été entamée avec une force fraîche très dynamique que j'apprécie grandement, Fabienne Elliott. Merci énormément d'avoir initié ce projet. Et pour l'occasion aussi, on a la chance d'avoir Evelyne Ferland, qui est une des cofondatrices de la coop de Nitaskina. Est-ce que j'ai réussi à le dire adéquatement? Nitaskinan. Dan, parfait, il manque un N. Fait que merci Fabienne et Evelyne d'avoir initié la discussion. Rapidement, petite introduction sur les Forces fraîches. Donc, c'est une communauté bienveillante pour porteurs de projets en région. Notre ambition, en fait, c'est d'offrir des espaces d'intelligence collective pour les entrepreneurs, les porteurs de projets, les citoyens, les agents de développement culturel, économique et rural pour favoriser l'intelligence collective, pour réfléchir sur des sujets qui nous apparaissent importants, pour offrir des opportunités à des porteurs de projets, pour s'éduquer, pour s'entraider. Donc, c'est votre communauté. Si vous n'êtes pas déjà sur le groupe Facebook d'intelligence collective des Forces fraîches, c'est gratuit. Je vous invite à rejoindre le groupe. Si vous êtes plus infolettre pour recevoir les activités, toutes nos activités sont disponibles sur le site Internet des Forces fraîches. Donc, c'est forcesfraîches au pluriel.ca. Mais sans plus tarder, je vais passer la parole à Fabienne et Evelyne parce qu'on a une belle heure devant nous pour vous écouter. Donc, Fabienne Elliott, la parole est à toi. Merci d'être là. Je vais ouvrir mon micro, ça va aller bien. Après 2 ans de pandémie, j'oublie encore ça. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, David, de nous recevoir. Merci de ton ouverture face à ce sujet-là. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va se présenter un peu, Evelyne et moi, et je vais commencer par faire une petite mise en contexte, là, dresser un portrait pour que tout le monde soit au même point sur la réalité des Premières Nations et sur les obstacles à l'entrepreneuriat des Premières Nations. Et Evelyne va faire une petite présentation sur sa coop. À la suite de quoi, on aurait 2 sujets de discussion avec vous, si vous êtes intéressés. Sinon, ben, on part comme vous le voulez, on se la joue à l'oreille. Allô? Oui, allô, bonjour. Tout d'abord, oui, donc... Oui, tout d'abord, rapidement, pourquoi est-ce que Evelyne et moi, 2 allochtones, sommes ici pour vous parler aujourd'hui? Pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on a tous les 2 de l'expérience en la matière. Moi, j'enseigne à l'institution Kiuna depuis 10 ans, qui est la seule institution postsecondaire par et pour les Premières Nations au Québec, qui est située à Odanak. On a d'ailleurs M. Stéphane Lecourt-Aubin qui est ici aujourd'hui, qui est de la nation Wabanaki. J'enseigne l'administration, la gestion d'entreprise, j'enseigne plein d'autres choses aussi, le travail administratif, la coordination d'événements et la bureautique. Et Evelyne, donc, travaille dans une coop depuis un bon bout de temps aussi, 7 ans, depuis 7 ans. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Evelyne, tantôt, va vous parler du rôle d'allié. Ce que c'est être un allié, ce que ça comporte, mais aussi ce que ça amène comme responsabilité. Mais disons tout de suite que c'est un peu le rôle des alliés de s'éduquer entre nous. Ce que ça veut dire, c'est que nos amis des Premières Nations, qu'on va rencontrer la semaine prochaine, les 2 filles de Niaka, oui, elles vont nous parler de leur parcours et c'est ça qu'on veut entendre. La partie qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est vraiment, on va prendre du temps ensemble pour s'éduquer sur ce que c'est les Premières Nations au Québec en partant et ce que c'est la réalité de l'entrepreneuriat pour les peuples des Premières Nations. Donc ça, c'est une responsabilité d'alliés, de s'éduquer entre nous. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant? Vous excuserez ma voix, enseigner à distance puis enseigner avec un masque, ça fait ça magane la voix. Donc, premièrement, pour ceux qui ne le sauraient pas, mise en contexte, il y a combien de nations autochtones au Québec? Charles, Albert puis Stéphane Lecourt-Aubin n'ont pas le droit de répondre. Quelqu'un sait il y a combien de nations? 11. Donc, 11 nations sur notre territoire. J'ai plein de liens que j'ai mis dans la présentation. Si vous voulez, je vous donnerai la présentation. Après, vous aurez les liens. Il y a donc 11 nations qui sont réparties sur le territoire, qui sont principalement de 2 familles.
et qui sont vraiment répartis un peu partout de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Quand on parle de nations, quand on parle en fait des Premières Nations, quand on parle des Autochtones, ça n'inclut pas les Inuits. Les Inuits sont à part. On va voir pourquoi tantôt. En fait, ils sont des Premières Nations, mais ils ne sont pas des Autochtones. Bonjour Myriam, on a Myriam Vallière qui vient de se joindre à nous, qui est conseillère en développement économique au Conseil de développement économique des Premières Nations et du Labrador. On a donc 11 nations avec pas mal plus de communautés. Ça, c'est juste au Québec. Beaucoup de nations ont plusieurs communautés. Par les Inuits, je pense qu'ils ont 14 communautés, quelque chose comme ça. Évidemment, au Canada, c'est encore plus. Je vous ai mis des petits liens. Là, on n'entrera pas dans le détail parce que juste ça, on pourrait en parler pendant 45 heures. Chacune de ces nations-là a aussi sa langue. Toutes les langues n'ont pas la même place, en fait, évidemment. Certaines langues sont très dynamiques, très parlées, hein, et très enseignées. Principalement, le Cri, l'Atikamekw et l'Innu. Donc, les Inuits, Côte-Nord, Atikamekw, Mauricie, Lanaudière dans le nord et les Cris, évidemment, toute la baie. Donc, ces langues-là sont enseignées dans un système scolaire, dépendant des communautés, dépendant des nations. Certains jeunes vont à l'école au primaire et dans certains cas jusqu'à une partie du secondaire dans leur langue. Ce qui fait évidemment que ça garde les langues très vivantes. Il y a d'autres langues qui sont à peine parlées, mais qui sont en train d'être revitalisées. C'est l'exemple du Wabanaki. Donc, à Odanak, il ne reste plus beaucoup de profs de langue. En ce moment, un des profs qu'on voit le plus, c'est Philippe Charland, et c'est un allochtone. Ça vous donne une idée du défi qu'il y a. Mais Akiuna se donne des cours de Wabanaki. Ça fonctionne très bien. À ce que je vois là, déjà la première cohorte, on a des porte-étendards du Wabanaki qui sont très, très, très dynamiques. C'est la même chose pour le Mi'kmaq. C'est pas une langue qui est... le Malécite, pardon. C'est une langue qui n'est pas enseignée au Québec, qui est enseignée à St. Mary's, en fait. Et on a aussi 2 anciens Akiuna qui sont allés réapprendre leur langue pour la réintroduire. Donc, les langues ne sont pas toutes parlées de façon égale, elles ne sont pas toutes enseignées de façon égale. Par contre, il y a certains jeunes des Premières Nations qui vont aller à l'école dans leur langue jusqu'à secondaire 2 ou 3. Malheureusement, dans notre système scolaire, dans le système blanc, hein, dans le système du Québec, il y a 2 langues qui existent, c'est le français et l'anglais. Les Cris, les Mohawks, les Inuits également sont dans le système anglophone, la plupart, et les Naskapis en partie sont dans le système anglophone, partie des Mi'kmaq aussi. Les autres sont à peu près tous dans le système francophone. Donc, vous voyez le problème qui arrive, c'est qu'il y a des écoles primaires, en partie secondaire, dans certaines langues comme l'Atikamekw et l'Innu, c'est principalement dans le système francophone. Donc, ces jeunes-là vont à l'école dans leur langue jusqu'en secondaire 3, 2 ou 3, et rendus en secondaire 5, ils devraient être des francophones de souche qui passent l'examen final de secondaire 5 en français comme s'ils avaient étudié en français toute leur vie. Juste en le disant, vous voyez le non-sens, évidemment, que ça a. Vous voyez à quel point c'est un obstacle immense à la diplomation. C'est vraiment, ça a été ciblé comme un des obstacles majeurs. Une fois qu'on a quand même réussi à terminer le secondaire et qu'on arrive au collégial, bien, c'est la même chose. Là, tout d'un coup, on est des 100% francophones, hein, qui devront prendre des cours de langue seconde en anglais. Ce qui amène évidemment d'autres défis. À Kiuna, pour parler de mon école, bien sûr, parce que c'est la meilleure au monde, à Kiuna, on a réussi à donner comme cours de langue seconde les cours de langue traditionnelle. Ce qui fait qu'un étudiant atikamekw, par exemple, a évidemment le français comme langue première dans le système scolaire, mais à Kiuna, on lui donne comme cours de langue seconde sa langue. Ce qui fait que ça renforce évidemment la connaissance de la langue, premièrement, mais deuxièmement, ça enlève un obstacle dans la diplomation. Mais c'est un obstacle qui, évidemment, qui est su et qui est connu. Puis imaginez évidemment que les manuels
de mathématiques ou de toutes les matières qu'on a sont en français. Donc, un étudiant qui va aller à l'école en Atikamekw jusqu'en secondaire 2 se retrouve quand même avec des manuels scolaires dans une langue qui n'est pas la sienne. Fait que ce sont des obstacles qui sont vraiment énormes et qui ont un impact toute la vie. Bien sûr, parce qu'entre autres, c'est un impact à la diplomation, c'est un obstacle majeur, ce qui fait qu'on a de la misère après à passer à travers le collégial, à se rendre à l'université. Et pour ce qui va nous intéresser tantôt, donc l'entrepreneuriat, bien évidemment, c'est un petit peu plus difficile d'aller étudier à l'université, en administration ou peu importe, quand on a peine à traverser à travers le secondaire et le collégial. Donc, ça, c'est un premier obstacle. Un deuxième élément très important, c'est évidemment la loi sur les Indiens. Je ne suis pas avocate, je ne suis pas fiscaliste. On va parler tantôt un peu de fiscalité. Là. Je ne suis pas fiscaliste du tout. Mais oui, la loi sur les Indiens existe encore. C'est la loi qui régit plein de pans de la vie des Autochtones. Et c'est là qu'on fait la différence entre les Inuits et les Autochtones. Les Inuits ne sont pas sous la loi sur les Indiens, ils sont sous une autre loi. Donc, les autres nations, au Québec et au Canada, sont sous la loi sous les Indiens. Donc, quand on parle de racisme systémique, c'est ce qu'on veut dire. Il y a une partie de notre population qui vit sous une loi différente que le reste d'entre nous. C'est la définition de ce que c'est du racisme, hein, d'avoir des conditions de vie et de traitement différentes pour un groupe qui est ciblé selon son origine, entre guillemets, ethnique. Donc, cette loi-là a des impacts un peu partout, a eu des impacts, entre autres, sur le statut des femmes. Il y a eu des batailles épiques qui ont été menées par les femmes des Premières Nations, entre autres parce que si elles se mariaient avec un Blanc, elles perdaient leur statut, ce qui fait qu'elles ne pouvaient pas transmettre leur identité autochtone à leurs enfants parce qu'elles épousaient un Blanc. Donc, encore une fois, quand on parle de racisme systémique, c'est ça aussi, c'est la définition sur papier de ce que c'est. La loi, comment elle est faite, en fait, c'est qu'elle garde dans une position de mineur, entre guillemets, bien, pas entre guillemets, là, de mineur, les gens qui vivent sous cette loi-là, parce qu'elle gère plein d'aspects de leur vie. Et je vous ai mis plein de liens, là, je vous les donnerai. Là, vous allez voir, c'est quand même, pardon, c'est quand même assez, disons-le, là, révoltant. Donc, cette loi-là est un des freins majeurs à l'entrepreneuriat. On y arrive. Entrepreneuriat et Premières Nations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de freins à l'entrepreneuriat. La loi sur les Indiens fait en sorte que, pardon, les biens sont insaisissables dans les communautés, ce qui est très bien, mais ce qui fait que quand on arrive et qu'on a un projet d'affaires et qu'on veut avoir du financement, ben les banques disent ben tu ne peux rien me donner en garantie, donc je n'ai pas envie de te donner de l'argent. Il y a aussi que beaucoup de compagnies d'assurance, mais en fait, toutes les compagnies d'assurance, ça fonctionne par risque. Le risque est calculé généralement par code postal. Donc, dans tel code postal, voici le risque. Quand on parle d'assurance maison, par exemple. Et par défaut, toutes les communautés autochtones, les codes postaux de toutes les communautés autochtones sont considérés comme des zones à risque, pour aucune raison. Sinon, celle de l'insaisissabilité. Ce qui fait qu'encore une fois, bien, on a un obstacle majeur qui nous vient de la loi sur les Indiens, parce qu'on ne peut pas utiliser la propriété comme levier économique. Ce qui fait que, bien, encore une fois, il y a de la discrimination majeure qui est faite par cette loi-là, mais il y a surtout un impact profond sur l'entrepreneuriat, bien entendu. La langue est aussi un obstacle majeur. Parce qu'on a été élevé, par exemple, si un jeune Atikamekw ou Innu est allé à l'école toute sa vie dans sa langue, il veut accéder à l'université, il veut accéder à des réseaux d'affaires et il y a l'obstacle de la langue, bien entendu, c'est clair. L'obstacle de l'éducation, ce sont des freins majeurs à l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de domaines de l'activité économique où les prêts, encore une fois, sont faits selon
selon notre scolarité. Si je prends le domaine agricole, si on a un DEP, un DEC ou un bac, on va avoir le droit à des prêts pour partir en affaires, pour s'établir en agriculture, selon notre niveau de scolarité. Le prêt va être beaucoup plus gros si on a un bac. Donc, on a ici, encore une fois, un frein à la base. Un autre frein, un autre obstacle, c'est le réseau de contacts. Ça, on va en parler un petit peu plus tard quand on va parler d'appropriation culturelle. Évidemment, à cause de tout ça, vient le fait que le réseau de contacts dans le domaine des affaires va être plus limité. Ça va être plus difficile de percer les réseaux d'affaires dits traditionnels pour un jeune qui a vécu dans sa communauté toute sa vie pour des raisons de loi, de langue, etc. Et c'est ce qui fait qu'on est là, entre autres, aujourd'hui, que les alliés, on existe, hein, c'est pour offrir nos réseaux de contacts à des gens qui ont un réseau de contacts un peu moins étendu que le nôtre. Et évidemment, il y a la technologie. Merci la pandémie. Merci la pandémie. La technologie a été beaucoup améliorée. Quand on a commencé la pandémie, on avait de la misère à communiquer dans certaines communautés avec Internet. Là, je veux dire, c'était catastrophique, les premiers cours à distance. Mais la pandémie a fait qu'il y a eu un gros accélérateur qui a été mis. Mais quand on a démarré le Startup Nation il y a 4 ans, je pense, on devait communiquer souvent avec Matimekouche, qui est Lac Jaune, là, qui est à Shefferville, et on ne pouvait pas leur envoyer de courriel. On mettait des clés USB dans la poste parce que c'était moins long qu'envoyer des documents par courriel. Donc, on avait un autre frein ici, mais qui, heureusement, grâce à la pandémie, l'obstacle s'est aplani. Heureusement, évidemment, il y a des solutions à ces problèmes-là, ces obstacles-là. Il y a plein d'organismes. On a donc des représentants ici aujourd'hui, Myriam, Stéphane. Il y a plein d'organismes qui viennent en aide aux Premières Nations, développement économique, allô Myriam, des Premières Nations. Il y a des entreprises un peu plus de financement, là, des institutions de financement comme la SOCA. Il y a des organismes qui donnent de la formation. Il y a Candou qui forme en fait les agents de développement économique. Il y a la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador qui offre des services, qui a des agents à peu près dans chaque communauté de développement de l'entrepreneuriat. Oui, je l'ai dit correct. Hein? C'est tellement des longs acronymes qu'il faut prendre son souffle avant. Et il y a des nouveautés, hein, ça commence à bouger. En octobre dernier, il y a eu le Grand Cercle de développement économique des Premières Nations, où plein de gens se sont engagés à devenir des alliés dans le développement économique des Premières Nations. À la suite de ça est née une certification. Je pense que je l'ai mise, un instant, je vais vous la montrer parce que ça vaut la peine d'être. Je ne sais pas où je l'ai mis, là, par exemple, mais je l'ai mis quelque part. Je la montrerai tantôt, je ne le trouve plus. Donc, il y a une certification qui existe, qui est un logo qui ressemble, qui ressemble pas, qui est un ours stylisé. Donc, il y a maintenant des produits qui sont certifiés Premières Nations. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'appropriation. Hein, il y a une montée de l'intérêt envers les Premières Nations de la part des Allochtones, une montée d'intérêt que l'on célèbre, évidemment, mais qui a un revers. Et ce revers-là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui perd des boucles d'oreilles, qui fait des tambours et qui vend ça et qui dit « Ouais, mais moi, j'ai appris ça par une cocoum qui m'a donné son savoir. » Et évidemment, on ne peut pas savoir si cette personne-là a réellement détient, premièrement, un savoir traditionnel et si, deuxièmement, cette personne-là est vraiment un autochtone. Donc, quand on a le petit logo, le gros logo, il est quand même gros, mais il est super beau. Quand on a le gros logo, ça assure que la compagnie est une compagnie vraiment, une entreprise vraiment des Premières Nations. Donc, ce qu'on peut faire, nous, pour aplanir ces problèmes-là et participer au développement économique des Premières Nations, c'est premièrement s'assurer donc que quand on achète un bien des Premières Nations, que ça soit vraiment un bien des Premières Nations par cette certification-là. C'est aussi une bonne idée d'avoir une liste de fournisseurs issus des Premières Nations. Je vous ai mis un lien. La CDEPNQL, donc la Commission de développement économique, a une liste de fournisseurs qui est super intéressante. Tourisme autochtone du Québec a aussi une liste de fournisseurs et le gouvernement du Canada en a une aussi.
Ce qui fait que vous, dans vos régions, dans les dossiers que vous portez, si vous voulez faire votre part, bien, un premier bon réflexe, disons, c'est quand vous cherchez des fournisseurs, d'aller voir dans ces listes-là. Est-ce que dans ma région, il y a des fournisseurs des Premières Nations? Si oui, comment est-ce que je peux travailler avec ces entreprises-là? Comment est-ce que je peux les intégrer dans mon projet d'affaires? À cause de tout ce qu'on a dit précédemment, le modèle privilégié, pas privilégié, mais le modèle traditionnel, disons, de développement économique des Premières Nations, c'est ce dont Evelyne va nous parler. En fait, c'est beaucoup les coopératives ou les co-entreprises. Avec tout ce qu'on a dit tantôt, vous comprendrez qu'avoir du capital pour une entreprise individuelle, ce n'est pas du tout impossible, c'est juste plus difficile. Ce qui fait que la coopérative, l'entreprise collective ou la co-entreprise avec les conseils de bande est un modèle qui est souvent utilisé. De plus en plus, les entreprises allochtones le font bien. Ce n'est pas encore le cas pour toutes, mais je peux vous donner l'exemple de Boralex, qui est dans ma région à moi, qui est une entreprise qui fait de l'énergie, une entreprise située à Kings et Falls. Ils ont un projet de développement éolien sur la Côte-Nord. Ils ont créé une entreprise à 50-50. Donc, il y a 50 de l'entreprise qui appartient à Boralex, 50 de l'entreprise qui appartient aux 9 nations Inuits de la Côte-Nord qui font partie de cette association-là. Et ils ont engagé 2 ressources, Catherine Jourdain, qui est une Inuit, et il y a Alexandra Gagné, qui est une Blanche, qui est une Allochtone, qui travaille à temps plein sur le projet. Donc, c'est de plus en plus un modèle courant, pas encore assez, évidemment, mais bon, quand même, on commence. On fait des premiers pas. Ce qui fait que donc, dans vos régions, le meilleur moyen de faire des affaires avec les communautés, c'est tout d'abord de vérifier, de connaître les fournisseurs. C'est aussi d'être un allié. Evelyne va vous en parler, mais il y a un lien dans la présentation, vous l'aurez là, il y a un lien vers une trousse pour les alliés. Ah, merci. Myriam a mis dans la discussion le lien vers la certification, l'identification des entreprises. Une autre façon, évidemment, si j'avais à dire la meilleure façon de faire des affaires dans vos régions et de prendre en compte les communautés sur vos territoires, c'est premièrement de les connaître. Hein? Informez-vous, là, il y a des communautés dans toutes les régions du Québec. C'est sûr qu'il y en a une chez vous. C'est clair. Donc, c'est de les connaître, de voir quelles entreprises il y a des Premières Nations dans votre coin de pays et qu'est-ce que vous pouvez faire pour travailler ensemble. Et j'insiste sur le « ensemble ». On entend souvent, et je comprends que c'est souvent, l'intention est très bonne derrière, c'est souvent de la maladresse, mais des fois, on entend « on va encourager les entreprises des Premières Nations ». Ils n'ont pas besoin d'être encouragés, ils ont besoin de faire des projets avec vous. OK? Donc, premièrement, c'est de les connaître, d'aller vers eux et surtout de vous assurer de ne pas faire d'appropriation. Mais ça, on va en parler tantôt. Alors ça brosse un grand portrait de la situation. Je vais maintenant laisser la parole à Evelyne qui va vous parler de son entreprise, en fait de la coop qu'elle a fondée. Et après sa présentation, on va aborder 2 petits sujets pour ouvrir la période de questions si vous le désirez. Madame Ferland. Merci, Fabienne. Donc, bonjour à tous. Donc, Evelyne Ferland, c'est ça, j'ai cofondé Coop Nitaskinan il y a 7 ans maintenant. Par contre, comment que je me suis ramassée à être cofondatrice d'une coopérative à majorité autochtone, c'est une longue histoire d'amitié. Mon premier contact avec des personnes des Premières Nations, c'est en 2000 à l'île de la Réunion, donc à l'autre bout du monde, là, la planète, l'univers avait besoin que je rencontre une personne de mon pays qui est devenue une excellente amie, qui m'a comme introduit plus à la nation Atikamekw. Les Atikamekw, je les connaissais. Moi, je suis une fille de la Nodière, donc je connaissais Manawan, mais j'étais évidemment jamais allée. Et puis, de fil en aiguille, d'amitié qui s'est développée un jour, on voulait monter notre propre projet. On était toutes les 2 impliquées dans le domaine de l'économie sociale. Moi, dans une entreprise, elle comme conseillère.
justement à la CDE. Et on s'est dit, bien, pourquoi pas monter une entreprise collective en format coopératif parce qu'on trouvait que le modèle, ça donnait bien, pour nos propres valeurs, mais aussi avec une approche plus traditionnelle de faire des affaires, du moins avec la nation Atikamekw. Puis vous allez voir, j'ai tout le temps un peu le du moins, sauf que parce que toutes les nations sont différentes. Donc, tu sais, mon expertise, elle est évidemment plus approfondie avec la nation Atikamekw, même si maintenant la coop compte une douzaine de membres. On a des Inuits, des Wendat, on travaille avec plusieurs nations différentes. J'enseigne aussi à Kiuna, donc j'ai pu découvrir davantage la nation Abénakis. Donc, mais je me garde toujours une petite gêne sur les grandes généralisations parce que malgré l'expérience, ça ne reste que ma propre expérience. Et un jour, je me suis retrouvée à me faire dire que j'étais comme une alliée sans savoir que je ne m'étais pas levée un matin en me disant « je vais devenir une alliée ». C'est l'implication qui fait qu'un jour, on se retrouve avec une posture comme celle-là et qu'on se dit « bon, ben, tant qu'à être là-dedans, je vais apprendre à l'être bien ». Donc, ça, c'est un peu le topo. Et c'était une de mes préoccupations en fondant la coop avec mes deux amis. Parce que je me disais, oui, mais moi, je ne suis pas autochtone, une coopérative autochtone. Non, mais ça se voit dans une entreprise collective. On a des instances. Donc, on a une assemblée de membres, on a un conseil d'administration. Donc, on a fait en sorte d'avoir des règlements généraux qui rendent la coopérative autochtone aux yeux de la loi et aux yeux des gens avec qui on travaille, évidemment. Puis maintenant, j'avoue que je fais moins. Sur certains dossiers, je vais quand même prendre des précautions, mais je fais partie de l'équipe. Puis je fais moins attention là, à cette distinction-là, sauf évidemment quand il est question de représentation. Aujourd'hui, pourquoi c'est moi? Bien, parce que c'est le rôle d'allié, donc ça se prêtait bien. Puis souvent, mes collègues autochtones, c'est ça, me disent « Ah, tu sais, moi, éduquer les Québécois, je préfère, il y a tellement de choses à faire avec les Premières Nations que à ce moment-là, je prends la balle au bon, puis c'est moi qui porte ce chapeau. » Donc c'est ça. Nous, on a décidé d'avoir des pratiques autodéterminées. C'est un processus qu'on a commencé il y a 3 ans en se disant « Hey, hein, la loi sur les coops, c'est quelque chose. Le Code Morin, c'est pas si naturel que ça pour faire nos rencontres. Comment qu'on pourrait simplifier les procédures de nos instances décisionnelles tout en étant legit quand on se fait vérifier annuellement par notre comptable. Donc, on a développé des cercles de partage, des façons de faire dans notre coopérative pour assurer de la vitalité entre les membres, du ruissellement à travers notre équipe, que ce soit des membres travailleurs ou des membres de soutien, parce que Coop Nitaskinan, c'est une coop de solidarité, mais à prédominance travailleur. Et puis, c'est un travail de longue haleine qu'on aime bien partager avec d'autres instances, d'autres organisations issues des Premières Nations qui ont des réflexions un peu semblables, puis même avec des organisations qui sont allochtones, mais qui se disent aussi, est-ce qu'on peut faire des affaires autrement? Et c'est possible, je vous le dis, c'est possible. Il faut juste vraiment se déconditionner, accepter aussi de désapprendre un petit peu ce qu'on a pu apprendre à l'école. Donc, c'est ça, vite fait. Nous, on n'a pas eu à passer à travers en étant une entreprise collective, puis on avait décidé qu'on vendait notre cellule grise à travers les 4 services là, que vous avez vus avant, on n'a pas eu à faire des demandes auprès des banques. On a comme passé un peu outre là, toute cette difficulté-là au niveau du démarrage, l'émergence. Donc, on fait de l'accompagnement de la gestion de projet, surtout avec les Premières Nations. On fait de la production culturelle, beaucoup avec nos membres et notre réseau, notre écosystème artistique et artisan de la coop. La consultation culturelle, ça, c'est avec des organisations. Aujourd'hui, je ne suis pas payée, évidemment, je fais un rôle d'allié, mais c'est ça, là, c'est être avec vous par Force Fraîche qui invite des gens, puis on offre des services avec des organisations allochtones qui souhaitent mieux comprendre comment interagir, comment développer des projets. Je vous dirais que c'est ça. Depuis 3 ans, c'est un service qui
qui est de plus en plus en demande. Et la recherche et développement, c'est qu'une de mes collègues est une doctorante, donc Karine Awashish, que je salue. Elle aime vraiment l'université. Donc, ça nous arrive d'avoir des projets avec des universités, des projets de recherche. On est d'ailleurs en ce moment sur un projet avec Concordia sur les économies en marge et comment les différents projets grassroots, donc issus de la société civile, se développent et pour développer, c'est ça, toujours une autre façon de faire des affaires. Donc ça, c'est quand même, ça reste un peu la vision de notre coopérative. C'est comme ça que je me suis positionnée dans mon rôle d'allié. Moi, on peut changer, merci Fabienne, j'avais une longue expérience en gestion d'entreprise collective. Donc, pour tout ce qui est de créer des outils de gestion, des outils de gouvernance, j'ai eu un rôle particulier impliqué dans la coop. Puis aussi, comme voyons, Fabienne disait, l'aisance du français, manier le verbe, c'est bien plus facile quand c'est ta langue maternelle de créer tous ces beaux outils-là que de demander à des gens qui le parlent, mais que pas au quotidien, qu'à la maison, c'est une autre langue. Donc, avec le temps, c'est ça. Comme je disais, j'ai appris à devenir une alliée. C'est sûr que moi, j'ai une vie d'alliée à plusieurs égards. J'ai un conjoint qui vient d'Afrique de l'Ouest, d'un pays qui s'appelle la Guinée. Donc, j'ai des enfants métis, dits racisés. Mon conjoint est musulman. Fait que, je baigne quand même dans une certaine diversité culturelle au quotidien. Et puis, parmi les éléments que je répète toujours, c'est ça, c'est apprendre, c'est jamais s'arrêter sur ce qu'on pense qu'on a appris est juste. Notre système d'éducation, l'instruction nationale, là, nous trompe, hein? En tout cas, nous dit pas tout. Et donc, on doit, j'écrivais un peu désapprendre ou en tout cas continuer d'apprendre avec une lunette différente puis avec beaucoup d'écoute pour accepter ce qu'on apprend sans tout remettre en question. Ce n'est pas toujours le fun là, de comprendre le rôle que le Canada ou le Québec a eu dans l'histoire des Premières Nations. On n'est pas obligé là, de tout porter sur nos épaules. Là. Le passé, moi, je me dis souvent, il ne m'appartient pas. Mais le futur, oui, je peux faire quelque chose. Donc, je peux contribuer à mieux comprendre comment nous, maintenant, au moment où on se parle, on peut apporter une dynamique différente dans nos relations avec les Premières Nations, puis comment qu'on peut agir. Comme je dis souvent, moi, je fais de la place pour qu'il y ait des gens qui prennent la parole, mais ce n'est pas nécessairement moi qui prends la parole. Si vous faites une recherche sur Coop Nitaskinan, vous allez plus voir Karine Awashish que mon nom sortir parce que moi, ma place n'est pas là. Par contre, créer des projets pour que les gens prennent leur place, c'est là où j'ai du fun aussi à le faire. C'est là où je me positionne dans l'équipe. Comme je disais, c'est ça. Un jour, on m'a comme dit, non, mais toi, tu es comme une alliée. C'est toujours plus, c'est touchant, c'est le fun de se le faire dire plutôt que de s'autoproclamer. Mais en même temps, des fois, on peut avoir l'esprit de se dire, moi, j'ai envie d'être un allié, puis il faut commencer quelque part, puis il faut aussi accepter des fois qu'on se met les pieds dans les plats ou qu'on ne dit pas la bonne affaire, puis que des fois, ça sort, c'est inconscient, hein, c'est vraiment des constructions, des cadres de référence qu'il faut apprendre qu'on les a, si on veut les modifier un peu. Donc, en affaires, nous, on a eu vraiment, tu sais, c'est ça, au-delà du fait qu'on est des amis qui avons créé une entreprise ensemble et qu'on a une vision commune de comment on a envie de faire des affaires puis de contribuer au développement de nos collectivités, du territoire, dans le respect du territoire aussi, tu sais, les Premières Nations, c'est des personnes comme vous et moi, là, tu sais, ça prend une chimie entre les individus, d'abord et avant tout, puis une complémentarité dans les compétences aussi, si on veut que les projets ou les entreprises lèvent. Donc, tu sais, il ne faut pas non plus, c'est ça, des fois, on se fait dire, oui, mais comment faire pour approcher les jeunes? Mais tu sais, un jeune des Premières Nations, ça reste un jeune. Si c'est un ado, il vit des enjeux d'ado. Il ne faut pas non plus créer trop de distance alors qu'on reste finalement tous des humains avec parfois des enjeux, pas le même vécu, pas la même histoire. Tu sais, moi, j'ai grandi dans un contexte très privilégié, même si je ne m'en rendais pas compte nécessairement avant. Mais tu sais, c'est ça, il faut quand même rester, c'est une connexion entre personnes, puis tout le monde qui fait des affaires, que ce soit en entreprise traditionnelle, en co-entreprise ou en entreprise collective,
c'est vraiment l'union des gens puis leur envie de faire des choses ensemble qui devient une force vive dans notre entreprise. Puis, ça va être un peu ça si vous approchez des gens. Acceptez de vous faire jauger. Tu sais, je me souviens, un des premiers contrats qu'on faisait, Karine avait comme confirmé un contrat avec quelqu'un à Manawan, puis c'était comme moi qui avais fait l'offre de service, parce que c'était plus dans mon champ de compétences. Fait qu'on fait un repas ensemble, puis là, elle, en plein milieu, tu sais, le repas fini, la rencontre commence. Bon, ben je vous laisse parce que c'est Evelyne qui va faire le mandat. J'ai vu la fille rouler les yeux, là. Ouh! Je me disais, bon. Je me suis dit, OK, tu sais, je ne vais pas forcer l'affaire, mais à force de travailler ensemble, maintenant, on travaille encore ensemble. On s'appelle dans un contexte personnel, puis prendre des nouvelles. Puis, il s'est développé quelque chose, mais je me suis dit, ben c'est à la valeur du travail qu'on va faire ensemble qu'on verra si tu as envie de continuer à travailler avec moi. Puis avec la force des choses, ben l'amitié peut embarquer, évidemment. Donc, tu sais, c'est vraiment à cet égard-là, tu sais, il n'y a pas de recette magique, tu sais, comme je disais à des amis, là, le titre de l'atelier, là, tout ce que vous voulez savoir, j'étais là, boy, tu sais, comment on peut à 2 personnes prétendre ça, tu sais. C'est des expériences individuelles, puis je pense quand même que le plus qu'on peut partager nos expériences, le plus on va créer un storytelling positif, de travailler ensemble. Tu sais, nous, le slogan de Coop Nitaskinan, bon, je vais le dire en Atikamekw, désolé pour l'accent, c'est Mamo Odami Rodan, c'est travaillons ensemble. Donc, on vient chercher l'esprit collectif de notre entreprise, mais aussi c'est la dynamique qu'on souhaite avoir avec nos partenaires, dans le fond, même les clients, souvent, on les appelle partenaires. Il y a une relation d'affaires, mais à la base, on travaille beaucoup pour atteindre des impacts sociaux puis faire des changements dans notre société. Fait qu'on est des partenaires, même s'il y a une relation commerciale aussi qui sous-tend à notre entente. Donc, je pense que, Fabienne, je suis prête à l'autre. Voilà, je voulais mettre la table pour vous présenter un peu l'expérience et puis aussi pour garder du temps pour échanger avec vous. Je vais juste rajouter, aller un petit peu plus loin sur quelque chose que tu as dit, Evelyne, que je trouve important. C'est quand tu dis on n'est pas là pour prendre la parole pour les gens des Premières Nations. Ça c'est super important de le comprendre parce qu'on entend souvent des alliés, en fait. Comme dit Evelyne, oui, on fait des gaffes quand on devient allié, puis c'est normal. Puis on se fait questionner aussi sur notre rôle d'allié. Ma première année à Kimna, je me suis fait demander par un jeune étudiant, « Qu'est-ce que tu fais ici, toi, venir enseigner à des Indiens? Tu vas te faire comme toutes les autres, prendre de l'expérience puis t'en aller après? » Ça montre toute la relation qu'il y a aux Blancs qui arrivent pour travailler avec les Premières Nations. Donc, c'est sûr qu'on se fait questionner, mais on n'est surtout pas là pour prendre la parole au nom des autres. Par contre, là où c'est délicat, c'est que parfois, oui, on a une voix parce qu'on a dit plus tôt, hein, par notre maîtrise de la langue, par nos réseaux, par notre éducation. On a souvent accès à des réseaux qui sont larges et c'est une tentation de mettre notre voix au service des Premières Nations, alors que notre rôle, c'est d'écouter. On peut servir de porte-voix, on peut offrir nos réseaux, mais on ne peut pas prendre la parole au nom de personne. Ça, merci de l'avoir dit, Evelyne. Alors, première discussion, on va parler de l'appropriation. Oui, merci Charles-Albert. Une chose qu'on entend souvent quand on fait des affaires, c'est pas de l'appropriation, c'est un hommage. Avez-vous déjà entendu ça? Probablement. Stéphane va dire oui, je suis sûre. Hein? C'est pas de l'appropriation, voyons, c'est un hommage. Ça, bon, premièrement, cela n'existe pas. OK? Là, je ne t'ai pas menti, ça va? Pardon? Hein? J'ai entendu des voix, je pense que c'est Charles. C'est correct, j'ai muté, tu peux continuer. Parfait. Donc, c'est quoi la différence entre un hommage et une appropriation? Un hommage, là, c'est de dire « Ah, que j'aime l'art des Premières Nations ». Ça, c'est un hommage. Le reste, la règle d'or, s'il y a de l'argent impliqué, c'est plus un hommage,
ça devient de l'appropriation. Ça, c'est comme la règle d'or. Evelyne et moi, on n'est pas payés pour être ici. C'est clair. OK? C'est clair. Je veux dire, ça va de soi. OK? Donc, si quelqu'un vous dit « oui, mais c'est un hommage », bien, un hommage, c'est ça. Il ne devrait pas avoir de l'argent impliqué là-dedans. Règle numéro 2, règle numéro 1, en fait, si c'est un savoir traditionnel, là, ça ne vous appartient pas. C'est tout. OK? Même si on vous l'a enseigné. Si c'est un savoir ou une compétence traditionnelle, on vous l'a prêté. Ça, c'est la règle numéro 3. On vous l'a appris, on vous l'a prêté. On ne vous l'a pas donné. Et probablement que la personne qui vous a appris ou montré ce savoir-là, parce que vous l'avez demandé, l'a fait, parce qu'elle est gentille, elle est polie. Si vous demandez à quelqu'un de vous apprendre à perler, ils vont vous apprendre à perler. Parce qu'ils sont gentils et généreux. Ce n'est pas une raison pour après faire des boucles d'oreilles traditionnelles et les vendre. Ça ne vous appartient pas. OK? C'est pas pour rien qu'on dit payer hommage. Un hommage, ça se paye. Fait que si vous dites que vous faites un hommage, bien, payez la personne qui vous a appris le savoir pour commencer, là. On s'en parlera après. Oui, mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas n'est pas une excuse en 2022. On est en train de se parler avec quelque chose qui s'appelle les Internet. Avez-vous vu comme c'est efficace? C'est fou! Fait que si vous ne savez pas si une personne est vraiment autochtone, si un savoir est vraiment traditionnel, googlez-le, vous allez le savoir tout de suite. OK? Puis dans le doute, on s'abstient. Je vais vous donner un exemple. Une fille que je ne connaissais pas, que j'ai vue par Facebook, vendait pour financer un de ses projets des boucles d'oreilles perlées. J'ai demandé qui était l'artiste. Elle m'a dit que c'était elle-même. J'ai demandé où elle l'avait appris. Elle m'a dit que c'est une Kokum Innu. Puis la Kokum Innu était d'accord. Mais oui, la Kokum Innu est polie. Puis elle ne te dira pas non. C'est tout. Ce n'est pas une raison pour prendre cette connaissance, ce savoir-là et d'en profiter nous-mêmes. Okay? J'ai entendu quelque chose, une grande phrase. Paraît-il que ça viendrait de Florent Volant, là, mais l'origine reste nébuleuse. Ça dit que les Blancs ont pris nos territoires, ils ont pris nos enfants, ils ont pris nos langues, mais maintenant, ils voudraient aussi prendre nos larmes, notre savoir et notre culture. Ça, je pense qu'avec le niveau de connaissance qu'on a en 2022, là, c'est ça, on peut laisser ça aux gens. Alors, s'il y a de l'argent, c'est non. Maintenant, est-ce que ça vous empêche d'intégrer des éléments des Premières Nations à vos projets d'affaires? Pas du tout. Intégrer un entrepreneur des Premières Nations à votre projet d'affaires, puis lui, il va amener sa couleur. Alors, sur l'appropriation et l'hommage, avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous interrogez, que vous demandez comment faire, quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est pas bon, j'ai-tu le droit de faire ça, j'ai-tu le droit de prendre un symbole, une image? Et Fabienne, question de voir tous les yeux. Peut-être arrêter de partager, comme ça on va voir si quelqu'un est juste en train de trembler et n'ose pas poser la question. On va pouvoir, si c'est possible pour les autres d'ouvrir votre écran, question qu'on puisse entamer la discussion, très super. Sur ça ou sur autre chose, hein? Toutes les questions sont bonnes. Si on n'a pas la réponse, on va les transmettre à Stéphane. Si Stéphane n'a pas la réponse, il y a aussi Myriam et Charles-Albert là, qui ont plein d'informations. C'est de la co-création, hein? On co-crée ensemble. Puis si vous avez une question, dites-vous que vous n'êtes probablement pas les seuls. Fait osez y aller. Oui, parce que c'est un bon moment pour ça. Là. Oui, c'est ça le but. La semaine prochaine, on rencontre 2 entrepreneurs à Benaki ou à Banaki. Fait que si vous avez des questions à leur poser et que vous n'êtes pas sûr si ça se demande, là, ben posez-les ici. On va vous le dire si ça se pose ou pas.
Non? Laissez le temps. Il y a quelque chose qui va sortir. Ça peut être un cas que vous avez vécu ou une question peut-être sur un de vos projets aussi. Tu sais. Je pense que l'idée, c'est qu'on est là justement pour répondre aux questions que vous n'osez pas demander. Fait que c'est le moment. Bon, on peut peut-être poursuivre. Bon! Le deuxième point qu'on voulait aborder, en fait, c'est comment faire. Concrètement, si je veux faire affaires avec, si je mène un projet en région et que je veux faire affaire avec les communautés, comment je fais? Moi, j'ai identifié 3 points. Premièrement, c'est non pas de vouloir inclure des communautés dans votre projet, c'est de travailler avec les communautés. C'est quoi la différence? La différence, c'en est une d'ouverture. Si on dit « je veux faire fitter une communauté ou un entrepreneur des Premières Nations dans mon projet », on a un projet puis on ne lui fait pas vraiment de place. On choisit la place qu'on veut que l'autre prenne. Alors que faire un projet avec, c'est d'avoir une ouverture, de dire « Regarde, moi, je suis sur tel territoire, je veux faire un projet, je sais que la nation qui occupait traditionnellement mon territoire, c'est telle nation. Je m'informe, je trouve un entrepreneur, je communique avec et j'ouvre. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? » Ça va vous mener sur des pistes beaucoup plus riches. Est-ce que ça va être long? Oui. Oui, ça va être très long. Est-ce que ça va être enrichissant? Oh que oui! Oh que oui! Evelyne, c'est un peu ce que vous faites, hein, vous? Oui, puis c'est sûr, quand on dit ça va être long, c'est sûr qu'il faut on n'est pas dans le même espace-temps tout le temps. Il y a des priorités aussi. Parfois, nos partenaires sont sur le territoire, ne sont même pas disponibles. Là, puis, on se fait énormément solliciter. Fait que, dans le fond, c'est des... les gens vont aussi jauger est-ce que c'est dans leurs intérêts, puis la démarche, la façon de faire. C'est sûr qu'il y a une expression, là, des fois que j'entendais, là, comme je me sens token, je me sens comme un jeton dans le projet, comme si, ben là, moi, je suis comme la valeur ajoutée autochtone. C'est ça, au lieu d'être comme dans une approche plus de collaboration puis de co-construction des projets. C'est sûr que si on arrive en co-construction from scratch, si vous permettez l'expression, ça va prendre plus de temps parce que là, les gens sont très sollicités, fait que, ils ont des occupations là aussi, là. Faut pas se le cacher. Je suis sûre que Stéphane reçoit énormément de sollicitations, le conseil ou autre. On est très sollicités. Et moi, je dis on, la coop, mais mes collègues autochtones le sont encore plus. Donc, on sert, comme moi, des fois, je sers aussi de tampon sur certaines choses. Mais pour donner un exemple, on a été approché par une coalition de citoyens qui veulent développer un OBNL pour faire un aire protégée d'un secteur du territoire à Saint-Mathieu-du-Parc. Puis, ils voudraient faire ça avec les Premières Nations dans un but de réconciliation. Nous, bon, on trouve, c'est un lieu qu'on fréquente, on va faire des randos là, c'est un bel endroit, on se dit, OK, on va les rencontrer, mais est-ce que, on peut, descendre de vos grands chevaux là, avec la réconciliation, on peut-tu juste être déjà en train de collaborer ensemble, là, puis s'il se passe quelque chose dans le futur qui ressemble à de la réconciliation, on en parlera, mais c'est ça, des fois, c'est ce qu'on perçoit, une espèce d'engouement, puis il faut se donner le temps de faire connaissance, puis il faut vraiment accepter que on reçoit, le courriel, on n'a pas une réponse immédiate, ça peut prendre une semaine, puis c'est pas un manque d'intérêt, des fois c'est juste les autres choses à faire avant, puis de respecter le temps des gens, mais c'est dans l'authenticité, je pense que les choses se passent. Comme je le disais, mais ça, c'est calqué sur mon expérience, ça prend des connexions. À partir du moment où
Tu sais, c'est ça, je disais à Karine un moment donné, je dis, mais pourquoi moi, mettons, tu sais, ça passe ou d'autres? Elle dit, ah, tu sais, puis ça, c'est une anecdote. Elle me dit, avec toi, j'ai pas l'impression que tu as le tambour dans le cœur. Tu sais, des fois, il y en a qui débarquent, puis que, c'est ça. Moi, j'ai jamais parlé d'un, ben, premièrement, je pense pas que, tu sais, j'ai jamais parlé d'un quelconque descendant autochtone, mais ça m'est jamais passé par la tête même de, tu sais, de prétendre en avoir ou, tu sais, ma place, je pense pas que ma place serait encore plus grande ou plus pertinente de toute façon si je faisais cet exercice généalogique-là. Mais, et puis, je pense que c'est un petit peu ça aussi, on rigole de ça, de bien doser là, notre façon d'approcher les gens, puis les projets qu'on a, puis d'avoir aussi de la pertinence sur le respect de la place que nos partenaires vont prendre aussi. C'est quoi la mission des projets? Nous, on est quand même pointilleux sur le type d'entreprise qui nous approche. Est-ce qu'ils ont des pratiques responsables au niveau du territoire, vu que c'est quand même important à nos yeux, la sauvegarde du territoire. C'est un peu tout ça là, qui va entrer en ligne de compte, je pense, en considération quand on se met à développer des projets, qu'ils soient du début ou bien déjà conçus, puis que là, on essaie d'amener la place, de créer une place, mais il ne faut pas trop définir c'est quoi la place. Il faut se dire, tu aurais une place. Oui, qu'est-ce que tu veux prendre comme place? Tu sais? Exact. Je vais me permettre de faire deux petits ajouts, Evelyne. Quand on parle du temps, bon, il y a l'espèce de mythe du Indian Time, là. Ceux qui ne l'ont jamais entendu, si vous faites affaire avec des communautés, vous allez l'entendre, qui est un mythe, qui est le fait que supposément les Premières Nations seraient toujours en retard, alors qu'au contraire, hein, l'Indian Time, je m'excuse, mais quand le troupeau de caribou passait, puis que si on le ratait, on ne mangeait pas pendant un an, là, on était à l'heure. Fait que ça, c'est un mythe, premièrement. Par contre, c'est vrai que ça peut être long. L'âge de la première grossesse chez les femmes des Premières Nations est de 10 ans plus tôt que la moyenne québécoise. Et le nombre d'enfants est beaucoup plus élevé. Ce qui fait que les jeunes entrepreneurs que vous allez rencontrer, ce n'est pas parce qu'ils ont 20, 22 ans qu'ils n'ont pas d'enfants. Okay? Ils ont souvent des enfants très jeunes. À Kimna, nos étudiants, la grande majorité ont des enfants. Là. Nos résidences, c'est des appartements parce que les étudiants, ils ont des enfants. Ils finissent le secondaire, ils ont des enfants ou ils ont des enfants pendant le secondaire. Fait que ça, c'est une différence qui est majeure, évidemment, dans la disponibilité qu'on a au temps. L'autre chose sur laquelle je voulais revenir, que tu m'as allumé sur quelque chose, Evelyne, c'est les stéréotypes. Hein? On a souvent un stéréotype qui est très folklorisant. Et ce stéréotype-là se transmet beaucoup dans la vision qu'on a d'un entrepreneur autochtone. L'entrepreneur autochtone, là, je parlais des boucles d'oreilles perlées tantôt, là, mais c'en est un stéréotype tout à fait sur la folklorisation qu'on a. Les entrepreneurs des Premières Nations, il y en a de tous les genres. Là. Pas parce qu'ils sont des Premières Nations qu'ils vont juste faire des tambours, des raquettes, puis de la bannique, là. OK? Il y en a dans tous les domaines. Il y en a qui font tout. C'est sûr que si vous allez dans le tourisme, vous allez particulièrement voir des entrepreneurs qui vont offrir des expériences authentiques. C'est un domaine où les entrepreneurs se sont beaucoup fait déposséder de leur culture. Hein? Pensez traîneau à chien. La majorité des employés des entreprises de traîneau à chien, je pense que c'est des Français. C'est comme parce que c'est ça. On a pris ça beaucoup. Donc, chien de traîneau, alors. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, les entreprises, les Autochtones réinvestissent beaucoup ce créneau-là d'affaires du tourisme des Premières Nations et avec succès et avec bonheur également. Mais sinon, il y a des entrepreneurs dans absolument tous les secteurs économiques. Il ne faut pas se limiter parce que ouais, mais là, je n'ai pas d'économie et je n'ai pas besoin de tambour. Ben non, mais ils font de tout. Là, il y a des usines de tout là, qui appartiennent aux Premières Nations. Fait qu'il ne faut pas du tout avoir une vision folklorisante. Là. Pas du tout. Voilà ce que je voulais ajouter. Question? Stéphane, tu es correct jusqu'à maintenant? Peut-être, si vous n'avez pas de questions, peut-être il reste 4 minutes à la rencontre officielle. J'aimerais avoir un peu de rétroaction. Comment vous avez reçu
cette discussion-là. Moi, je tiens à dire un grand merci. Je trouve ça très nourrissant. Je pars de ça avec plein de réflexions que je vais laisser déposer. Vous, comment vous avez trouvé ça? Comment vous sentez? Qu'est-ce qui vous a marqué? Je vais y aller si personne ne veut parler. Et merci beaucoup, mesdames. Premièrement, c'était vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup aussi pour le visuel sur les règles à suivre. Je me rends compte que moi-même, comme entrepreneur, il y a peut-être des choses que je n'ai pas fait nécessairement correctement. Fait que là, ça fait comme OK, d'accord, c'est bon. Puis on a un super beau projet qui s'en vient avec moi, je suis au Centre du Québec, je suis conseillère en entrepreneur pour micro-entrepreneurs au Centre du Québec. Puis on a un beau projet d'artistes entrepreneurs qui s'en vient avec Culture Centre du Québec. Et on a la chance d'avoir 6 artistes artisans des communautés abénaquaises qui se joindre à notre cohorte. Puis ça me donne vraiment beaucoup d'informations. J'aime beaucoup l'idée du logo aussi là, avec l'ours, que je vais les probablement qui sont déjà informés là-dessus, là, mais je vais m'assurer là, qu'elles aient l'information aussi, ne serait-ce qu'une deuxième ou une troisième fois. Mais si jamais il y a d'autres choses comme ça à savoir qui peuvent être des belles opportunités pour ma gang qu'on va avoir, là, on va avoir une trentaine d'artistes artisans pour cette cohorte-là. Fait que j'aimerais bien être informée là, si jamais il y a d'autres choses. Quand est-ce que ça commence? Ça commence, la première rencontre est la semaine prochaine, le 20 avril. Les inscriptions sont jusqu'à ce vendredi, mais c'est pendant 1 an. On pourrait peut-être on pourrait peut-être se contacter parce qu'évidemment, à Kiuna, il y a des cours d'art dans notre parcours, puis on a le prof d'art le plus intéressant de l'univers. Super. Pour vrai, là, oui, c'est ça. Ça vaudrait la peine. Puis lui, il est tout le temps ouvert à avoir des gens à l'extérieur de Kiuna qui participent au cours. Donc, on pourrait probablement inviter ta cohorte là, à venir passer une petite journée à Kiuna, là. Ah, ben génial, merci beaucoup. Je vais très certainement prendre vos coordonnées. J'imagine qu'on va recevoir les coordonnées. Oui, je mettrai mes coordonnées dans la présentation, hein, puis on vous enverra ça. C'est bon, merci beaucoup. Merci, Sonia. Est-ce qu'on a d'autres rétroactions? Puis ça peut juste être un mot, une phrase, une réflexion. Moi, je peux y aller. Oui. Je veux dire merci beaucoup vraiment pour ce panel très, très intéressant. Moi, je travaille pour le Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal. Donc, c'est toujours important pour moi d'apprendre à mieux connaître. On vient de faire une conférence sur l'inclusion et la diversité. Puis peut-être que c'est un peu méconnu, un petit peu les autochtones, tout ça. Donc, je veux en savoir plus. Merci beaucoup. C'est un format vraiment... en fait, je suis un peu surprise encore de savoir que les autochtones sont autant discriminés de par nature, en fait. Donc, merci beaucoup pour ça. Puis j'ai hâte à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Peut-être justement, vu que pour ceux qui ont trouvé ça intéressant, qui aimeraient ça poursuivre la discussion la semaine prochaine, évidemment, on a l'atelier 2. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à réserver votre place. Aussi, je vous invite à partager à des gens qui vous pensez devraient participer à la prochaine discussion. J'ai mis le lien YouTube sur le chat. On va, dès la fin de la rencontre, on va exporter la discussion et la mettre sur YouTube. Comme ça, quelqu'un pourrait se mettre à jour sur YouTube et nous rejoindre la semaine prochaine. Donc, voilà, n'hésitez pas à passer le mot. On a des belles références là, de Myriam qui a mis le lien pour le répertoire d'entreprise des Premières Nations et Stéphane qui a aussi parlé de 2 outils, je pense qu'ils sont listés dans la présentation de Fabienne, mais la trousse d'outils pour les alliés aux luttes autochtones, puis le guide mythes et réalités sur les peuples autochtones. Le mythe et réalité, il n'était pas dans ma présentation. Je vais l'ajouter, Stéphane. Merci, je n'y avais pas pensé. Puis je pourrais, voyons, David, pardon, je t'enverrai ma présentation. Je ne sais pas si tu veux la mettre sur PowerPoint, sur Facebook ou peu importe, là, mais il y a plein de liens dedans. On va la rendre disponible. Mesdames, je vous propose de faire le mot de la fin pour aujourd'hui, mais... Oui, Béatrice, vous voulez dire quelque chose? Allez-y, le mot est à vous. Je veux juste dire un gros merci. Merci, Fabienne. Je suis vraiment contente de te revoir pour parler quand même d'une nation qui me touche moi aussi parce que j'ai 2 communautés proches de chez moi. Fait que ça m'a beaucoup parlé. Puis je cherche, mais ça, moi, je suis pas dans l'entrepreneuriat, mais je cherche en tant que place aux jeunes à travailler avec eux.
Fait que j'ai des rencontres là, qui devraient se concrétiser là, dans le prochain mois pour aller leur parler de Place aux jeunes, qu'est-ce qu'il y Oui. en a, puis Equanichit, les si tu n'as aider. personne à Mingan, je peux te mettre en contact Oh, avec. t'inquiète, ma chère. Ok, Je parfait. connais beaucoup trop de monde, moi, dans dans ma région. Mais merci infiniment. Puis David, c'est Merci. toujours un plaisir de participer à tes activités. Et tout le plaisir est pour nous. Franchement, merci d'être là, Béatrice. Fabienne, Evelyne, je vous laisse le mot de la fin. Bien, merci d'avoir été là. On espère avoir répondu à assez de questions pour être bien équipés pour écouter Niaka la semaine prochaine. 2 jeunes femmes qui viennent de démarrer une super entreprise en territoire à Bénec. Evelyne, merci énormément de ta présence. Merci beaucoup à tous. Et donc, pour les autres, je vous souhaite une splendide journée. J'espère vous voir la semaine prochaine. Puis si vous voulez suivre les activités des Forces fraîches, tout est sur le site des Forces fraîches ou sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des idées de contenu aussi. Si vous voulez présenter un atelier sur un thème qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous écrire. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.